de groupe en tant que responsable informatique et projet. Bonjour, moi c'est Alexis Roland, je travaille à la société Ouest Informatique sur la région nantaise et je suis responsable d'équipe. Bonjour, c'est Guillaume Alliot, donc je travaille chez AIS, une ESN, et je suis chef de projet en interne. Bonjour, Mathieu Thirion, donc je travaille à Experis à Cesson-Séligny à Rennes et je suis chef de projet. Et bonjour, moi c'est Frédéric Guillaume, donc je travaille à Bouygues Télécom et je suis ingénieur avant-vente. Du coup, Marina, tu pourras nous dire dès que tu veux. Non, c'est bon, je pense. Là, il y a 13 personnes. Ok, ça marche. Ouais, c'est parti. On va pouvoir y aller. Donc, au sommaire, nous aurons donc comprendre une attaque qui sera présentée du coup par Pierre et Alexis. Ensuite, on sera rejoint par un intervenant externe, donc Amine, qui nous expliquera quelques cas d'attaque. Nous vous présenterons ensuite comment se prémunir d'une attaque par l'intermédiaire donc de Guillaume et de moi-même. Et nous terminerons cette conférence sur les bonnes pratiques avec Guillaume et Mathieu. Donc, quelques chiffres. Donc, c'est des chiffres en fait de l'année 2020. Donc, on voit que les attaques par phishing ont augmenté de 59%. Donc, ils ciblent principalement en fait les attaques par mots-clés. Donc, le mot-clé le plus présent en fait, cette année, c'était Covid-19, bizarrement. Et du coup, ces nouvelles attaques par mots-clés, en fait, elles sont 2 fois plus présentes que les années précédentes. Donc, c'est vraiment, maintenant, les mails sont vraiment personnalisés. Donc, on a donc d'autres chiffres. Donc là, on a 64% des entreprises interrogées en fait qui pensent se faire attaquer au cours de l'année. Il y en a 56% qui sont prêtes en fait à recevoir cette attaque. Et du coup, entre le coût des attaques et les moyens mis en place pour les endiguer, en fait, maintenant, ça représente à peu près 1% du PIB mondial. Donc, c'est la cybercriminalité, en fait, ça a quand même un certain coût. Voilà, donc avant toute chose, on va vous proposer de faire un point sur un lexique, donc pour vous exprimer 2 termes et qu'on soit en accord durant toute cette conférence. Donc premièrement, qu'est-ce que la cybercriminalité? C'est le fait qu'un individu, en fin de compte, agisse en toute illégalité sur le net. Et à contrario, il y a aussi du coup la cybersécurité. C'est le fait de mettre en œuvre tous les moyens et les ressources pour protéger un système d'information et du coup se protéger des cybercriminels. Donc, je vais vous expliquer comment comprendre une attaque. Donc, personnellement, je vais me mettre dans la peau d'un cybercriminel ou d'un hacker et je vais vous expliquer les différentes phases qu'il ne faut surtout pas du coup louper pour réussir une attaque et comprendre la méthodologie. Donc, premièrement, ça commence par une reconnaissance. Donc, le hacker, en fin de compte, il va repérer sa cible, et récupérer toutes les informations qui lui sont nécessaires pour les phases suivantes. Une fois qu'il a bien reconnu sa cible, il commence une phase d'exploration. Donc, cette fois-ci, on commence enfin la technique. Il va repérer les différentes infrastructures, les versions qui sont mises en place, et du coup, il pourra aller voir dans les bases de données qui sont connues au niveau des exploits pour exploiter des failles. Ensuite, il va pouvoir commencer du coup l'attaque, exploiter des failles qui sont existantes et reconnues, et si besoin, en fin de compte, il peut arriver qu'il accède à des comptes qui sont bridés au niveau des privilèges, donc il va avoir besoin d'élever ses privilèges sur le réseau pour pouvoir accéder à toutes les machines dont il a besoin. Ensuite, il y a une exfiltration. Donc cette phase est importante pour eux parce que ça peut être le moment d'extirper en fin de compte de la donnée ou alors d'en intégrer. Donc ça peut être pour de l'espionnage industriel ou alors de façon malveillante pour pouvoir salir l'image d'une société au profit d'une autre. Ensuite, il y a une phase d'attente. Donc celle-ci, elle peut être mise en place typiquement lorsque un cybercriminel décide de poser un keylogger sur une machine. En fin de compte, il va attendre tout simplement que l'utilisateur saisisse des choses sur le clavier. Donc il va pouvoir récupérer des adresses mail, potentiellement observer des nomenclatures de certains groupes pour pouvoir en définir du coup des adresses mail. Et il va pouvoir ensuite alimenter des bases sur les marchés parallèles, donc qui peuvent se revendre et mettre à jour toutes les données au niveau des mots de passe. Ensuite, il y a la phase d'assaut. Donc celle-ci, c'est une phase qui est typiquement utilisée pour toutes les dénis de service, en fin de compte, faire tomber des gros sites web marchands et faire de la perte pour des sociétés. Donc dans les étapes précédentes, on a vu que le hacker avait élevé ses privilèges
il peut en profiter pour installer des backdoors ou des logiciels malveillants. Il va se créer une sorte de flotte, en fin de compte, de machines zombies pour avoir une importante force de frappe. Et il pourra faire de façon simultanée des requêtes vers des sites web. Et effectivement, si l'infrastructure n'est pas capable d'accueillir toutes les requêtes, il y a forcément des utilisateurs qui vont se retrouver du coup avec des requêtes manquantes et les sites ne seront pas capables de répondre à la demande. Donc puis, pour terminer son attaque, lorsqu'il a réussi à obtenir du coup un accès, à le maintenir, il va avoir besoin de partir, mais son objectif, ça va être de ne pas pouvoir être tracé par les différents administrateurs, systèmes, réseaux, même sécurité. Donc il va essayer de nettoyer toutes les traces qu'il a pu laisser. Il faut savoir que sur les ordinateurs, du coup, il y a des systèmes de log où on peut avoir du coup toute une traçabilité des actions qui ont été effectuées par qui, quand, et du coup dans quel but, avec quel processus. Et lui, son objectif, ça va être de nettoyer absolument toutes les traces qu'il va pouvoir pour ne pas être retrouvé et être passé incognito sur le système et le réseau. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de comprendre le pourquoi de l'attaque, donc faire l'inverse de Pierre. Donc la première partie, ça va être tout ce qui va être l'anticipation, donc avec la mise en place de mesures techniques ou organisationnelles afin de s'y préparer. Donc si vous n'avez aucun outil de style antivirus, firewall, la menace, vous n'allez pas pouvoir l'anticiper, ça veut dire qu'elle va arriver chez vous et vous allez être au pied levé face à cette menace et vous ne pourrez pas comprendre l'attaque. Donc après, il va falloir déterminer l'origine et sa nature, donc sa provenance et son déroulement de cette attaque. Donc ça, on va pouvoir mettre en place des firewalls et des analyseurs qui vont récupérer un ensemble d'informations et pouvoir filtrer ces informations-là. Après, il y a des outils et des méthodes qui permettent de comprendre une attaque. Je vais vous parler d'une méthode qui va être de cartographier l'ensemble de son SI et tenir cette cartographie à jour. Et en parallèle de cette cartographie, créer une autre cartographie qui va être orientée sur les flux, sur l'entrée et la sortie de données. Cette cartographie va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui est exposé sur le web et savoir qui interagit avec quoi. Je vais vous parler aussi de l'analyse des logs. Donc Pierre, tout à l'heure, vous expliquait qu'un hacker, sa dernière mission, c'est d'effacer ses traces. Donc c'est pas toujours possible, notamment si on met en place des analyseurs qui vont en fait récupérer l'ensemble des logs et on va pouvoir retracer comme ça l'ensemble de l'attaque. Par où il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait, à quel moment, à quelle heure, sur quelle machine. Et le dernier point qui est l'un pour moi des plus importants, c'est la veille technologique. Elle va vous permettre en fait de vous tenir au courant sur l'ensemble des failles qui sont présentes aujourd'hui, notamment une qui est sortie récemment, il y a quelques semaines, sur l'Exchange. Donc l'Exchange on-premise qui était vulnérable. Forcément, dès qu'une nouvelle comme ça sort, il faut vite patcher parce que les attaquants vont s'en servir très rapidement. Il y a eu des cas où des grosses sociétés sont vues impactées par des ransomware qui sont infiltrés 5 ou même 15 jours avant. Le ransomware restait dormant dans l'entreprise et du jour au lendemain, il s'est ouvert et a attaqué l'ensemble du réseau. Je vais maintenant laisser la parole à Amine pour qu'il nous fasse son retour d'expérience au sein de Bouygues Telecom. Je ne sais pas si Amine, tu es présent? Oui, je suis présent, je vous entends. Vous m'entendez? Super. Top, très bien. Très bien, oui. Nickel. Super, parfait. Bonjour à tous, merci pour le temps d'échange consacré par le CESI. Donc moi je suis Amine Méziani, je suis ingénieur avant-vente chez Bouygues Telecom Entreprise. Donc j'accompagne les commerciaux de Bouygues Telecom sur l'élaboration des offres techniques pour les clients finaux en B2B. Donc j'apporte mon expertise sur la partie telco, télécom de manière globale, à la fois sur des sujets qui sont liés à la téléphonie fixe, au MPLS, les interconnexions de sites et les sujets de cybersécurité. Donc moi je fais partie d'une direction qui s'appelle la direction des services, et cette direction de ces services, on va dire, a un rôle majeur au sein de Bouygues Telecom et de ses clients finaux en B2B, c'est designer la solution, on va dire, pour un client final et assurer, on va dire, à travers cette solution qui a été designée, toute la partie, on va dire, construction de l'offre en termes de déploiement et toute la partie exploitation de cette solution-là.
Donc, dans le portfolio aujourd'hui de Bouygues Télécom entreprise en matière de sécurité, en fait, on trouve des solutions qui sont très, très opérationnelles, à savoir l'installation de firewall, on va dire, sur les différents sites distants ou des firewalls, on va dire, en cœur de réseau, permettant, on va dire, d'avoir des fonctionnalités un peu avancées en termes de détection d'intrusion, des solutions, on va dire, de mise en place de relais mail qu'on évoquera tout à l'heure, et des stratégies sur la partie anti-DDoS et la partie sécurité périmétrique. Si sur cette partie-là, on va dire sur la partie mailing aujourd'hui, comme a dit mes collègues, en fait, aujourd'hui, c'est là d'où provient la plupart, on va dire, des attaques. Hein. Aujourd'hui, on remarque que sur 2020, année de Covid, on va dire, toutes les personnes étaient au télétravail, donc du coup, toute la partie phishing, on va dire, on remarque une augmentation stratégique de cette partie-là. Le but, on va dire, du phishing, on va dire, c'est de récupérer, on va dire, vos données personnelles, à savoir votre nom, mail, adresse perso, numéro de téléphone, votre compte bancaire, l'ACB, votre carte bancaire. Donc tous ces éléments-là, on va dire, c'est ce que permet, on va dire, de faire du phishing. Après, derrière ça, en fait, on retrouve, on va dire, un certain nombre de techniques, on va dire, de piratage qui sont effectuées par les hackers, à savoir, c'est d'intégrer dans le mail un malware, une pièce jointe avec, on va dire, un contenu qui va vous permettre, on va dire, d'être hacké. Donc là, dans la région, par exemple, sur les 3-4 derniers mois, il y a un certain nombre de sociétés qui ont été hackées via cette voie-là. Donc une fois que l'utilisateur final a cliqué sur une pièce jointe d'un utilisateur, par exemple, d'un expéditeur qu'il ne connaît pas, bah, du coup, ça installe un logiciel sur le PC d'utilisateur. Ce logiciel, on va dire, ce malware, on va dire, se propage au sein du même site d'une entreprise jusqu'à aller chercher, on va dire, des serveurs qui sont un peu plus critiques. Et en trouvant ces serveurs critiques, donc le hacker, on va dire, se dit, tiens, ici, j'ai de la valeur ajoutée à appréhender. Et donc, du coup, en fait, il y a une certaine notion de ce qu'on appelle un crypto-locker. Donc, le hacker, on va dire, crypte, on va dire, les serveurs. Et donc, du coup, ils sont accessibles et demandent des rançons à l'utilisateur final. Donc, il y a des solutions sur le marché sur la partie, ce qu'on appelle du relais messagerie. Le relais de messagerie, c'est des solutions de protection des échanges de messagerie, autant sur les flux entrants et sortants. Il assure des fonctions de sécurisation des mails sur les solutions de cybermenaces. Donc, les solutions classiques qu'on retrouve sur le marché, on va dire qu'on part, on va dire une pièce jointe ou un lien aux bases de données d'éléments malveillants, connus pour déterminer si le fichier est malveillant ou pas. En cas de nouveau virus, celui-ci, on va dire, ne peut être écarté car il n'est pas reconnu. Donc, du coup, en fait, par exemple, nous, chez Bouygues Télécom Entreprise, on propose des solutions à base de ce qu'on appelle du sandboxing, à base d'une solution de Fortinet. L'avantage de cette partie sandboxing, le sandbox fonctionne sur une analyse comportementale du fichier. Donc, le fichier, on va dire, il est exécuté dans ce qu'on appelle dans un bac à sable et il est manipulé dans tous les sens, dans un espace qui est sécurisé, afin de déterminer si son comportement semble suspect ou pas. Est-ce qu'il accède, on va dire, de manière un peu furtive à des fichiers de données? Est-ce qu'il crée des connexions entrantes et sortantes pour atteindre, on va dire, des équipements chez le client? Donc ça, c'est une manière, on va dire, de sécuriser, on va dire, la partie mailing. Après, on retrouve la partie anti-DDoS, ce qu'on appelle les attaques DDoS. Donc, c'est des attaques aujourd'hui qui varient considérablement. Il existe plusieurs façons de le faire. Soit des attaques qui sont volumétriques, qui ont pour but aujourd'hui de saturer la bande passante Internet ou VPN du client. Donc, c'est à travers les zombies ou ce qu'on appelle les botnets. On trouve aussi des attaques par saturation d'état qui tentent de saturer les tables d'état des connexions, des firewalls, des équipements qui sont en gros de l'infrastructure réseau, et des attaques qui sont un peu plus ciblées, qui touchent la partie applicative. Donc, on a vu, en fait, aujourd'hui, les sociétés qui sont attaquées par ce type d'attaque sont souvent des sociétés qui sont très, dont l'activité est très très dépendante de l'Internet, comme les e-commerçants, les Amazon, les Cdiscount, les OVH, les serveurs financiers, les institutions publiques. Les attaques, on va dire, des doses qui ne sont pas neutralisées peut avoir des conséquences un peu désastreuses pour une entreprise, c'est-à-dire un manque à gagner sur la durée de l'attaque, de la perte de productivité, des pénalités vis-à-vis des fournisseurs, l'atteinte à la réputation et à l'image. Donc tous ces éléments-là, on va dire, sont importants pour une entreprise finale, mais souvent,
ce type d'attaque, on va dire, ce type d'attaque est précédé assez souvent par une tentative d'intrusion dans le réseau. Donc en gros, c'est une façon de faire pour permettre aux hackers de rentrer dans votre système d'information sans qu'ils soient vus ni connus. Aujourd'hui, les opérateurs proposent des solutions permettant, on va dire, de gérer cette partie-là, donc ce qu'on appelle des protections corps de réseau. Le but de ces protections corps de réseau, c'est de détruire le trafic illégitime et laisser passer que le trafic légitime d'une société, soit détruire l'ensemble du trafic, soit de protéger, on va dire, des équipements de sécurité des réseaux pouvant permettre de gérer un certain nombre d'attaques. L'autre dernier sujet, c'est la partie sécurité périmétrique. Donc, comme vous le savez, en fait, on a un certain nombre d'utilisateurs aujourd'hui qui ramènent, on va dire, une clé USB, qui la plug sur leur PC portable au sein d'une entreprise. En fait, en gros, les clés USB peuvent disposer de malware, de virus. Et aujourd'hui, on va dire, il est impératif d'installer des équipements de sécurité au sein de votre LAN. Ces équipements de sécurité viennent en plus de la partie firewalling. Donc, ils empêchent, on va dire, un virus de circuler, on va dire, du VLAN impression vers le VLAN data ou vers le VLAN voix. Et ils permettent aussi d'aller chercher, on va dire, d'empêcher le virus de circuler d'un site A vers un site B. Et donc, du coup, éviter la propagation. Merci pour ce temps d'échange. N'hésitez pas à revenir vers moi ou les collègues si vous avez des questions. Je te laisse la main, Guillaume. Merci. Alors maintenant, on va passer à la partie préconisation, donc les outils solutions que nous vous conseillons afin de vous prémunir au quotidien, donc à travers différents points. On va commencer par l'aspect phishing et anti-spam. Donc comme tout le monde aujourd'hui, vous utilisez tous un outil de messagerie électronique, que ce soit Google, Gmail, et vous êtes sûrement infesté beaucoup de messages non sollicités. La solution, ce qui existe, c'est de coupler votre outil de messagerie électronique avec un logiciel anti-spam. Donc l'objectif de logiciel anti-spam, en fait, ça va être de mettre en place des règles de filtrage qui vont filtrer que ce soit les différents types d'arnaques par mail, les messages commerciaux, les messages de team phishing. Donc ces derniers sont soit directement supprimés ou envoyés dans le dossier spam de la boîte mail du destinataire. Il est également possible, afin de sécuriser les données qu'on échange via mail, d'utiliser un certificat mail. Donc c'est un certificat électronique qui est simple à mettre en place, qui va permettre de garantir que ce soit l'intégrité, l'authenticité et le chiffrement des données que vous échangez par mail avec un interlocuteur. Donc ensuite, je vais vous présenter comment combattre du coup les virus et les malwares. Donc le mieux, c'est d'avoir du coup un bon antivirus. Donc on se demande souvent comment le choisir. Donc on vous conseille donc d'aller voir des benchmarks ou même par exemple de regarder, par exemple, il y a ce qu'on appelle Magic Quadrant. Magic Quadrant, en fait, ça répertorie en fait du coup le côté visionnaire du coup des antivirus et du coup si la solution du coup a la cote ou pas. Souvent, si elle a la cote, c'est parce que du coup c'est quelque chose qui est mis à jour, qui est vraiment suivi. Donc, et on a aussi du coup tout le côté mise à jour donc des applications. Donc applications et du coup système d'exploitation. Donc, faut pas faire du coup les mises à jour le premier jour. Il vaut mieux d'abord faire un petit lab du coup chez soi et du coup, après avoir testé toutes les mises à jour, les déployer. Alors, les mots de passe. Donc, de nos jours, les mots de passe, c'est encore un casse-tête pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de mots de passe qui sont écrits sur des post-it, qui sont souvent identiques pour plusieurs comptes ou qui sont faibles en matière de sécurité. Pourtant, il existe une solution depuis quelques temps. Donc, c'est un gestionnaire de mots de passe. Donc, c'est un logiciel dans lequel on va pouvoir enregistrer tous nos identifiants et ça va nous permettre d'éviter de les retenir. Donc, tous nos identifiants mots de passe sont enregistrés dans une base de données qui est cryptée et qui est elle-même accessible via un mot de passe général. Et il est également possible d'enregistrer dedans, que ce soit des documents administratifs ou des moyens de paiement. Également, comme moyen de mot de passe en plus, il existe la double authentification. Donc, ça va permettre de renforcer la protection de vos comptes. Donc, ça va ajouter une couche supplémentaire de sécurité en plus du mot de passe que l'on utilise tous pour se connecter à un compte. Donc, ça peut se traduire de différentes manières. Donc, ça peut être un code unique que vous allez recevoir par SMS, une question secrète qui va être générée dont seul l'utilisateur connaît la réponse, ou également avec un code de validation que l'on va devoir entrer sur un autre appareil mobile. Donc, la plupart du temps, c'est avec notre smartphone. Donc, on a ensuite du coup la solution Firewall. Donc, ça permet du coup de filtrer le trafic entrant et sortant. Donc, là, récemment, les technologies sont améliorées. Ami nous en a présenté une tout à l'heure, donc Fortinet.
Donc il y a aussi Palo Alto et Stormshift qui sont aussi leaders du marché. C'est vrai que ces trois acteurs sont actuellement les meilleurs. Donc ça permet encore de filtrer plus sélectivement et de renforcer en fait la sécurité, soit du coup en autorisant ou en bridant en fait certains flux applicatifs. Bon, le filtrage applicatif, donc là ça va plus concerner tout ce qui est malware et virus. Donc Windows met à disposition une fonctionnalité, donc AppLocker, qui permet de mettre en place des règles de filtrage afin d'autoriser ou de refuser l'exécution de scripts ou bien de malware. Également, il existe du coup la signature des scripts PowerShell. Donc de nos jours, on utilise beaucoup les scripts PowerShell, donc que ce soit pour l'illustration, la configuration des serveurs, ou également pour exécuter des scripts via GPO sur des postes de travail. Et du coup, il va être pertinent en fait de signer nos scripts PowerShell afin d'exécuter uniquement les scripts qui sont signés sur notre poste de travail. Parce que si jamais il y a un script malveillant qui est exécuté, ça risque beaucoup de foutre le bazar du coup sur une infrastructure et de causer de gros dégâts. Donc, on a ensuite l'audit de sécurité. Donc, ça permet en fait de se faire une bonne idée en fait du niveau de sécurité de notre ESI. Ça permet aussi de tester si on en a un PSSI, voir si tout se déroule comme prévu. Si on a aussi des audits de sécurité qui sont récurrents, ça permet aussi d'évaluer en fait l'évolution de la sécurité en fait de notre ESI. Et il faut surtout le faire par une entreprise extérieure. La personne aura du coup un meilleur angle de vue et vous apportera du coup les réponses que vous cherchez. Alors la sauvegarde, donc de nos jours, toute entreprise possède des données qui sont importantes et court le risque de perdre ces données. Donc la perte de données, ça peut amener une interruption de l'activité. Qui dit interruption de l'activité dit perte de chiffre d'affaires. Et malheureusement, dans certains cas, la perte de revenus, ça peut amener certaines entreprises à mettre la clé sous la porte, à faire faillite. C'est pourquoi il va être important de mettre en place un plan de sauvegarde afin de garantir l'accessibilité des données au quotidien de manière sécurisée et également, s'il y a un incident, de permettre la restauration de ces données de manière rapide et fiable. Donc maintenant, on va vous parler des bonnes pratiques. Donc, on va parler de la sensibilisation de tout ce qui est gestion de mots de passe, du matériel. Guillaume nous présentera les mails et tout ce qui est lié au déplacement, le risque humain et physique. Donc en premier lieu, pour la gestion de mots de passe, il faut éviter de noter vos mots de passe sur un post-it, un carnet ou quelque chose de physique. Ne pas communiquer, même pour un accès temporaire à un stagiaire ou pourquoi pas un apprenti. Éviter de mettre des mots de passe trop simples comme 1, 2, 3, 4 ou AZERTY. Éviter, voire même ne pas inclure de données personnelles, car des personnes malveillantes peuvent faire de la recherche sur vos données publiques. Et changer son mot de passe régulièrement. Donc voici un petit exemple d'une affiche que les DSI ou les entreprises peuvent afficher dans les bureaux, dans les couloirs ou dans les salles de pause afin de sensibiliser leur personnel à tout ce qui est lié au mot de passe. Maintenant, je vais vous présenter un site pour vérifier que ces mots de passe ne figurent pas sur une base de données qui est déjà tombée et qui a déjà été piratée. Donc, c'est I have been pwned. Donc, c'est un site, en fait, quand un site est tombé, du coup, les bases de données sont référencées sur ce site. Et du coup, ça permet aux gens de vérifier que leurs mots de passe ne sont pas déjà existants. Parce que les hackers se servent des bases de données qu'ils ont piratées pour faire des attaques en brute force sur vos mots de passe et sur votre SI. Au niveau du matériel, donc il faut éviter de brancher un téléphone ou un matériel externe à son ordinateur parce que différents flux passent entre les appareils, même des PC en confidentiel ou des réseaux internes, il faut éviter. Lorsqu'une clé USB est retrouvée, il faut la donner à son DSI ou au service informatique car des malwares peuvent s'y trouver ou autres menaces à l'intérieur. Donc, verrouiller sa session même pour quelques secondes. Du personnel non autorisé, que ce soit dans les bureaux, dans les couloirs, peuvent avoir accès à certaines données qui sont internes à l'entreprise ou des données clientes. Éviter aussi au maximum le nomadisme avec son matériel d'entreprise. Du coup, je vais passer à la partie mail. Merci Mathieu. Donc,
qu'est-ce qu'on doit faire quand on reçoit un mail? Donc, surtout un mail avec une pièce jointe. Donc, tout d'abord, on ne doit pas l'ouvrir. Comme l'a rappelé Amine, le phishing, c'est 80% des attaques en entreprise. Et donc, une fois qu'on a vu qu'on avait reçu un mail avec une pièce jointe, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, déjà, on doit vérifier en se posant les bonnes questions. Est-ce que je devais recevoir ce mail, par exemple? Cette pièce jointe? Comment l'adresse de l'expéditeur allait? Est-ce qu'il y a des lettres cachées, par exemple un double I ou un triple L? Ce qui fait que forcément, on ne peut pas forcément le voir tout de suite, mais au final, c'est une adresse fausse. Et si jamais on a le moindre doute, il ne faut surtout pas hésiter à déclarer auprès de son équipe informatique le mail pour qu'il puisse faire du test sur cette pièce jointe et enfin ne pas compromettre la sécurité de l'entreprise. Je vais maintenant passer au déplacement. Donc, comme Mathieu l'a expliqué, il faut éviter le nomadisme. Bien sûr, on sait tous que l'on ne peut pas le faire. Donc, mais il y a quand même quelques règles qu'on peut vous préconiser. Donc, c'est éviter tout ce qui va être Wi-Fi public, dans les hôtels, les gares, les McDo, par exemple. Utiliser un film de confidentialité pendant le transport, par exemple. Ça permet de pouvoir travailler et aussi d'être en sécurité, puisque les personnes autour de soi ne peuvent pas forcément avoir votre écran. Et enfin, utiliser un câble de sécurité. Si vous êtes en conférence ou en meeting, ça permet de sécuriser votre ordinateur sur une table, et ce qui fait que si vous vous déplacez, il n'y a aucun risque de vol. Et enfin, je vais passer au risque humain et physique. Donc, c'est s'assurer l'identité et le rôle des visiteurs ou des externes afin de suivre leur déplacement et de ne pas laisser seuls dans les salles sécurisées. Éviter toute discussion confidentielle hors lieu approprié, que ce soit dans un bureau par exemple ou dans une salle de réunion. On ne sait jamais qui peut écouter. Donc l'une principale des préconisations pour une salle informatique, c'est de l'équiper d'un code de sécurité ou d'un badge pour pouvoir entrer dedans, parce qu'on ne sait pas qui peut aller dans cette salle-là. Et enfin, donc c'est comme je le disais en premier point, ne pas laisser une personne seule extérieure dans une zone protégée. Par exemple, une personne qui vient pour réparer la clim dans une salle informatique, on ne sait pas ce qu'elle peut faire si elle est toute seule et quelles données elle peut prendre dans votre société. Et donc, je vais maintenant passer à un petit rappel. Enfin, c'est deux phrases qui pourraient résumer la sécurité à notre sens. Donc, c'est tout ce qui ne se mesure pas ne se gère pas. Et la deuxième, c'est la méthodologie de la sensibilisation à la sécurité informatique. C'est d'évaluer, éduquer, renforcer et mesurer. Donc, grâce à ces résultats, immédiats ou sur le long terme, ça vous permettra d'éduquer vos employés et d'améliorer la sécurité globale de votre entreprise. Je vous remercie pour votre écoute. On va maintenant faire un quiz. Je vais laisser Guillaume me présenter. Ouais, donc ça va être un quiz qui va être en 5 questions. Donc, il faudrait que vous vous connectiez sur le lien donc sur kahoot.it. Donc, vous pouvez vous connecter sur votre ordinateur ou sur votre téléphone mobile. Et vous aurez du coup un code PIN qu'on va vous fournir à rentrer. Exactement. Et également possible d'utiliser le QR code. Donc, le code, c'est 763 76 66. Je l'ai mis dans le. Ok, parfait. Ça marche. Nickel. On peut afin que tout le monde puisse se connecter. Ça arrive là. Je lance le partage, monsieur, pour l'application. Il est lancé le partage. Tu es sûr? Ça se voit pas. Pour l'instant, on ne voit rien. D'accord. Là, c'est bon. C'est bon pour nous, merci. Ok, parfait. On va pouvoir commencer. Alors,
Alors la première question, quel est le type d'attaque qui touche le plus les entreprises? Donc est-ce que c'est le DDoS, l'arnaque au président, le phishing ou l'ingénierie sociale? On va être rapide parce que le temps est assez court par contre. Ouais. Normalement, ça devrait le faire niveau timing. Ouais. Et la bonne réponse, c'est le phishing, du coup qu'on rappelle qu'il y a hauteur de 80% de type d'attaque en 2020. Ouais, bon, il est rapide. Ouais. Ouais, la rapidité, c'est important quand on est dans le classement. Là, alors, la double authentification permet de recevoir un mot de passe unique par la poste, ajouter une protection supplémentaire, de se connecter grâce à un lecteur de carte d'identité ou de se connecter grâce à 2 mots de passe. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Donc, par exemple, en utilisant un code unique qu'on va recevoir par SMS. Ouais, ça va. Ouais, ils ont bien écouté. Ouais, Lucas. Alors, vrai ou faux? Une sandbox est un environnement de test isolé. Donc là, c'est soit vrai ou faux. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Ça va vite, les réponses, ça va vite. Une dernière personne qui n'a pas répondu. Ouais. Les 12 là. Ouais. Là. Et si Lucas qui est toujours en tête. Je vois que je suis deuxième. Merci, ça aussi. merci à la personne qui joue à ma place. J'aimerais bien être premier quand même, s'il vous plaît. Il est partout, Alexis, il est partout. Ok, vrai ou faux du coup? Est-ce que les Wi-Fi publics des hôtels ou gares sont sécurisés? Bon, on en a suffisamment parlé. Ça va vite. C'est pareil. On va passer déjà les 12 réponses. Ouais. Bon, bien vu. Hein. Plutôt logique, faut se méfier surtout sur les réseaux publics. Ah, Lucas, il n'est pas détrôné encore. Hop. Et dernière question du coup, quand faut-il faire une mise à jour des logiciels? Donc réponse rouge, dès que le SI valide la mise à jour, tous les 3 mois, quand l'envie me prend, ou alors quand l'éditeur me le demande par mail. Oui, des petits ajustements. Du coup, on va passer. Et oui, dès que le SI valide, Ah, dommage, rien. tant pis. Bon, ça va, personne n'a mis quand l'envie me prend déjà. Alors, le grand gagnant ou la grande gagnante, alors, il y a un podium. Donc, en 3e position, Max. En 2e position, Alexis. Et le grand vainqueur, roulement de tambour, Lucas. Bravo à toi, Lucas. Félicitations, Lucas. Merci tout le monde, merci. Un petit cadeau. Ouais, on n'avait pas dit, mais il y avait une petite récompense du coup. Ouais, c'était la petite surprise. C'est quoi, du coup? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mystère, il verra. Il verra. Tu partages le mauvais moment. Alors, on conteste la 4e place d'Alexis, arrête. Attention, t'as débranché la télé par contre. Alors, juste un instant. Ouais, c'est bon, c'est On va bon. revenir. Il y a juste le partage qui n'est pas bon encore, je pense. Ça arrive, ouais. Et voilà, normalement, ça dure revenir. Enfin, là, tu adores tout à C'est fait. toutes les On va aller directement à la bonne diapo. C'est pas grave. En tout cas, on vous remercie pour cette écoute. On espère vous avoir appris du coup plusieurs notions sur la cybersécurité. Et un petit retour à chaud. Est-ce que vous, en entreprise, vous vous sentez protégé? Et s'il y a des zones de flou qu'on a explorées peut-être un petit peu trop rapidement sur cette présentation, eh bien, c'est le moment d'en discuter. Ou si vous voulez revenir sur une notion pour qu'on approfondisse avec vous, n'hésitez pas. Pour l'instant, on fait un retour sur le diapo. Ouais. Moi, je voudrais savoir quel est l'avantage d'une sandbox. Une sandbox. Bah, du coup, c'est Guillaume qui. Bah non, c'est Amine, Guillaume, autant pour moi. L'avantage, c'est que avant de pouvoir lancer un programme qui va arriver, du coup, notamment par phishing, hein, comme on l'a suffisamment précisé, c'est les attaques les plus courantes, ça va être exécuté dans un bac à sable et ça va nous protéger de notre réseau parce que ça ne va pas être exécuté directement en production.
C'est-à-dire que si on détecte un logiciel du coup, qui a un comportement anormal, ça va être d'abord le bac à sable qui va être touché et ça va pouvoir être détecté et du coup bloquer l'exécution dans tout l'environnement de production. Donc c'est quand même une chose qui est non négligeable et qui peut protéger énormément et éviter du coup de gros dommages au niveau des sociétés. Imaginez un petit peu, si vous voulez, comme un courrier qui arrive dans votre boîte aux lettres physiquement, et elle va rester, l'email va rester dans votre boîte aux lettres le temps qu'elle soit justement exécutée, et le courrier vous sera délivré ou non, s'il est sain et fiable pour l'entreprise. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les virus, de manière générale, les ransomware, ils ont une signature. En fait, ils ont une façon de faire. Et cette façon de faire, elle est connue par la plupart des acteurs de sécurité, on va dire, sur le marché, Fortinet, Stormshield, Palo Alto, etc. Donc, du coup, quand un virus arrive et qu'il est connu, effectivement, ces différentes plateformes de sécurité savent comment l'arrêter. L'avantage du sandboxing, c'est que le sandboxing permet d'arrêter des virus qui ne sont pas encore connus et que ces virus qui ne sont pas encore connus par les différents acteurs. Donc c'est pour ça en fait que la pièce jointe elle est prise, elle est mise dans un endroit qui est ce qu'on appelle le bac à sable, et donc du coup le pièce jointe elle est exécutée et on voit le comportement de cette pièce jointe. Si elle a un fonctionnement normal comme ce qu'on connaît habituellement, donc tout va bien, donc on laisse passer. Par contre, si elle a un comportement anormal, c'est-à-dire qu'elle vient vous prendre des choses dans votre disque dur, etc. Là, c'est un comportement anormal et donc du coup, en fait, ce mail-là avec cette pièce jointe-là reste dans la quarantaine et il n'est pas transféré à l'utilisateur final. Merci. Une autre question. Quelqu'un utilise l'antivirus intégré à Windows 10. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, par rapport à ça, donc il y a plusieurs débats. Il y a des tests qui sont faits par des entreprises où on va comparer justement plusieurs antivirus. Il y a quelques années, l'antivirus de Windows ne suffisait pas du tout. Aujourd'hui, il est quand même efficace. Par contre, dans un milieu d'entreprise, on va privilégier des antivirus professionnels qui vont en fait s'interfacer avec différents équipements de la société et qui vont pouvoir faire des remontées centralisées. C'est pour ça qu'en entreprise, on n'utilise pas souvent Windows Defender, tout simplement parce qu'on ne peut pas le coupler avec les différents outils, que ce soit des firewalls, des analyseurs, et on n'a pas cette remontée d'infos. Donc oui, à titre personnel, il peut être suffisant, même si il n'a pas la protection, par exemple, du phishing, du spam. Il va avoir une protection limitée. Pour des gens qui s'y connaissent un petit peu, ça peut être suffisant. Après, voilà, faut faire attention, il faut savoir qu'est-ce qui comprend exactement cet antivirus pour l'utiliser. Il ne protège pas tout, mais il protège un minimum. C'est mieux que rien, il ne faut pas forcément le désactiver. C'est sûr, si vous le désactivez et que vous n'avez aucun autre antivirus, là, non, ça ne va pas être bien. Mais du Windows Defender à titre personnel pour de la navigation juste sur le web, ça peut être suffisant. Pour revenir aussi sur le point du sandbox, aussi, il existe sur Internet un site qui s'appelle Virus Total, qui vous permet à titre personnel, je rebondis là-dessus parce que je pensais, à titre personnel, de vérifier vos fichiers, mais que ce soit un point exécutable que vous avez téléchargé, une application, j'en sais rien, même un Word. Hein. Oui, un Word, n'importe quel document, vous le mettez dessus et lui va vous remonter et vous donner un niveau de criticité du fichier. Donc ça permet par la suite de savoir si oui ou non il est viable pour votre ordinateur. Après, ça détecte aussi, ça met aussi la liste de tous les antivirus qui l'ont laissé passer si c'est vraiment un virus. Voilà. Et du coup, ça vous permet d'avoir aussi un indice de confiance sur un antivirus potentiellement à acheter plus tard ou à l'utiliser. Alors, il y a plein de questions. Donc, Lucas, je ne sais pas où est-ce que tu fais référence. Avez-vous un Rex sur ce sujet? Je pense que c'est les attaques. Avez-vous déjà rencontré ce type de situation? Comment avez-vous fait pour vous en relever? Par rapport de quoi il parle Lucas, n'hésite pas à parler si tu peux aussi. Voilà. Peut-être plus clair. Si tu peux mettre ton micro, Lucas, ça sera plus facile. Après, il y a 4 autres questions. D'accord. Okay. Oui, là, alors c'était bien un retour d'expérience sur une potentielle attaque que vous avez subie ou une entreprise cliente a subi et je voulais savoir comment vous aviez fait pour vous en relever et comment vous étiez revenu un peu à la normale.
Moi, personnellement, j'ai pas eu le cas. Ouais. Au fait, nous, ce qu'on voit sur le Amine Bouygues Télécom, ce qu'on voit nous sur le marché, c'est que je prends une entreprise, par exemple, d'une dizaine de sites qui a été attaquée. La première des choses que fait l'entreprise, c'est qu'elle coupe le réseau. Quand je dis le coupe le réseau, c'est-à-dire que toutes les interconnexions entre le site A et les 9 autres sites sont interconnectés par l'entreprise pour empêcher le virus d'aller du site A vers le site B. Ça, c'est la première action. Et ça, on parle, en fait, ils font ça à la fois au niveau informatique, comme ils font ça au niveau de la téléphonie. Donc, tout est coupé. La société est dans le noir. Après, au fait, il faut trouver le patient zéro. Parce que, comme a dit mes collègues tout à l'heure, le virus, on va dire le ransomware, il peut attaquer, on va dire, il peut faire un certain nombre de choses au sein de tous les PC d'une entreprise, mais il peut toujours rester caché sur d'autres PC. Donc, du coup, il faut trouver le patient zéro, donc le patient qui a engendré tout ça. Et ça prend du temps. En moyenne, ça peut prendre 2 jours, comme ça peut prendre une semaine. Et une fois qu'ils ont trouvé ce patient zéro, bah, ils remettent en gros tous les systèmes d'information propres au fur et à mesure, et au fait, ils ouvrent au fur et à mesure les services, c'est-à-dire qu'on ouvre dans un premier temps le LAN, on ouvre dans un premier temps le serveur de messagerie, et ça se fait en étapes. Ces étapes-là sont corrélées avec la mise en disposition, la mise en place des équipements, on va dire, de sécurité qui permettent de faire de la sécurité périmétrique, parce que souvent, les entreprises, quand elles subissent une attaque, le lendemain, en fait, ils mettent en place ces sécurités périmétriques qui permettent de créer une sorte de bulle sécurisée et d'ouvrir, on va dire, d'autres bulles à ces bulles-là pour sécuriser et, faire à mesure, ouvrir l'ensemble des sites. Merci pour la... J'avais un petit retour vite fait là-dessus aussi, c'est que, alors ça dépend de l'entreprise et du secteur d'activité d'entreprise. Moi, il y a quelques années, donc on a eu le souci, après ça a été déclassifié depuis. C'est Areva en fait qui a subi une attaque. Et en fait, comme il a dit Amine, on coupe déjà le premier truc, c'est couper le réseau pour éviter que ça se propage sur les autres systèmes. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient figé complètement leur infrastructure pour essayer de retrouver d'où ça venait, donc le patient zéro. Ouais. Sauf que vu qu'Areva gère les centrales nucléaires, c'est quand même de haute criticité. Du coup, en fait, les employés sont sortis de l'entreprise, le patron, il est sorti de son entreprise, et c'est une équipe du ministère qui est allé dans l'entreprise pour justement remettre tout à plat et retrouver le patient zéro. Le fait est que les hackers en fait étaient assez intelligents dans le sens où au moment avant de figer l'entreprise, ils avaient réussi à trouver une caméra qui était posée par hasard et qui était sortie du SI, donc de l'inventaire. Et en fait, lorsqu'ils ont tout remis en place et redémarré la société, 2 jours après, en fait, il y a eu une deuxième attaque. Et là, après, par la suite, ils ont refigé, ils ont trouvé la caméra qui posait problème. Parce que les systèmes de sécurité intégrés dans tout ce qui est IoT, en fait, c'est pas puissant, c'est vraiment des petits processeurs. Et ça ne permet pas de mettre du chiffrement et de la haute sécurité. Du coup, il faut surtout faire attention à tout ce qui est appareil, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est connecté à l'entreprise, qui ne devrait pas l'être, qui ne fait pas partie de l'inventaire et qui est sorti du SI. Ça, d'ailleurs, ça va se multiplier dans les années à venir, notamment dans l'industrie, avec l'IoT, l'industrie 4.0. Et ça va devenir problématique. Il va falloir faire attention par rapport à tous ces objets connectés. Et même chez nous, à titre perso, avec les enceintes connectées, tous ces petits objets qu'on achète, des interrupteurs connectés, des ampoules connectées. Il suffit d'acheter une marque... sur un site marchand, par exemple chinois, on ne sait pas forcément ce qu'il va avoir dedans, et pourtant elle va communiquer sur notre réseau. Et là, voilà un point de vigilance à avoir, faire attention par exemple à ces points-là. Oui. Et ce qu'il faut surtout pas oublier par la suite, c'est d'avoir aussi des bonnes sauvegardes, parce que quand tous nos fichiers sont cryptés et qu'il faut remonter les informations, il faut vraiment faire des tests de restauration quand même assez fréquents. Et en avoir au moins une de décentralisée, parce que si tous nos serveurs sont tombés, on puisse au moins retrouver certains fichiers. Et même à titre perso, quand tu parles de sauvegarde, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sauvegardent sur disque dur externe, USB. C'est bien, hein, ça peut faire le travail quand on est à titre perso. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas forcément de le laisser brancher tous les jours sur le PC. Parce que le jour où vous avez l'attaque, s'il est branché sur le PC, les données qui seront dedans seront aussi HS. Ah, oui. C'est vrai qu'un mot de sauvegarde, c'est
Il y a une autre question. Vous n'avez pas évoqué des attaques de type man on the middle ou ARP spoofing. Ouais. Comment s'en prémunir? Alors, comment s'en prémunir? Ça dépend en vrai, mais donc oui, on n'a pas pu lister tous les types d'attaques parce que sinon, ce serait beaucoup plus long. Et puis, on aurait pu les présenter aussi. Mais donc, man in the middle, en fait, il faut. Non, mais typiquement pour le man in the middle, il y a des systèmes en fin de compte, je pense notamment aux usurpations de DHCP quand on reçoit une adresse IP. Il y a des systèmes qui permettent de croire du coup une adresse IP précise et éviter qu'il y ait une personne qui se fasse passer pour un serveur et qui fasse l'interruption, en fait, qui se mette entre l'information et nous et qui réceptionne et qui renvoie le trafic comme si c'était nous. C'est de l'usurpation d'identité pure et dure. Effectivement, il y a des systèmes, je pense au routeur Cisco notamment, qui sont capables de faire ça avec le DHCP Trust. Et après, pour l'ARP, personnellement, je suis pas assez calé pour en parler. Par exemple, Forti sont capables de bloquer tout ce qui est ARP spoofing. D'accord. De toute façon, ça, c'est des attaques qui marchaient très bien il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus ce qui est utilisé. C'est pas avec ça qu'on attaque le plus possible. Déjà, si c'est interne au SI, faire de l'ARP spoofing, ça va se voir tout de suite. Et en externe, faire de l'ARP spoofing, maintenant, il n'y a plus vraiment d'utilité parce que les systèmes de fournisseurs d'accès connaissent bien ce système-là et souvent c'est détecté, ça passe pas. Et est-ce que ça répond à votre question, Michael Armand? Sinon, je pense que la question de Christian, c'est juste pour savoir comment on fait pour reconnaître un hacker. Il demande si en fait tous les hackers. À la tête, souvent. Est-ce qu'ils ont tous un manteau, un chapeau noir? Non, c'est pas vrai. Maintenant, avec des compétences, chacun peut être autodidacte sur le sujet et apprendre par lui-même. Après, il y a différents types de hackers. Mais on ne peut pas les reconnaître comme ça. Souvent, ils ne crient pas sur tous les toits qu'ils sont hackers. C'est quelqu'un qui va être plutôt discret, justement, que démonstratif. Ouais. Justement, quelqu'un qui va dire ah ouais, moi je sais faire ça, je sais faire ça. Cette personne-là, malheureusement, c'est pas méchant, mais elle ne va pas bien s'y connaître. Parce qu'elle s'y connaîtrait vraiment, elle n'en parlerait pas et elle resterait plutôt justement dans le sombre. Dans l'ombre et pas dans la lumière. Comme je l'ai dit au tout début, les cybercriminels, c'est des personnes qui agissent en toute illégalité, donc elles n'ont pas forcément intérêt à le dire. Après, il y a plusieurs types de hackers. Il y a des hackers éthiques qui, eux, par contre, le mettent en avant. Oui. Et je pense à un hacker éthique rennais, du coup, Clément Domingo, qui est formateur et qui travaille pour plusieurs entreprises, qui, lui, ça dépend, des fois, il est appelé par des sociétés pour venir vérifier, faire des bug bounty. Et aussi, à titre personnel, la dernière fois, il a été allé au Stade Rennais, il a réussi à se sortir des billets à l'illimité. Du coup, il leur a dit il y a une faille de sécurité. Il l'a corrigé et en échange, c'est du bon procédé. Le Stade Rennais lui a offert un accès VIP. Après, il a travaillé pour les hôpitaux. Il se mettait en extérieur ou alors il restait dans sa voiture et puis il essayait de pirater le réseau de l'extérieur pour voir justement si c'était perméable. Et surtout que là, c'est la donnée de vie de personne. Il y a beaucoup d'enjeux. Donc, lui, il est vraiment reconnu pour ça. Et après, lui, il est vraiment éthique. Et ça, eux, ils se montrent parce qu'ils sont là pour faire c'est des bienfaiteurs, en fait. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est un peu comme les pentesters? C'est ça. C'est des pentesters, mais eux, en fait, ils n'ont pas forcément leur entreprise. Et ils font ça à titre individuel, quoi. Là, il n'y a plus de questions dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on peut peut-être conclure. Pas de souci. Merci à tous. Merci, merci à tous d'avoir été présents. Merci pour votre écoute. Bonne conférence. Merci. Voilà, bonne question. Merci à vous, c'était très intéressant. De rien. Merci, ça fait plaisir. Ça.